Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job avec cette petite musique qui vient de partir. C'est l'émission RH Emploi de Bismart tous les jours, vous le savez, en direct du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, apprendre une nouvelle langue, mais sous hypnose. Ben oui, c'est possible. On en parle justement avec le créateur d'une société qui propose ce service. Smart et Réglo, on voudrait danser, on voudrait s'amuser, mais c'est impossible. Toutes les discothèques sont fermées, c'est 1600 discothèques qui ont tiré le rideau. On fait le point avec Lise Leborg, notre avocate, pour savoir bien quelle est la situation de ces entreprises. La pause café avec Fanny Griesmer, l'environnement de travail, c'est le bureau. Quand on est dans un bureau un peu gris, un peu triste, est-ce qu'on est plus performant? Ça, c'est une question. Fanny Griesmer sera là pour la pause café. Elle nous dira tout. Et puis, on s'intéresse aujourd'hui dans le cercle RH. Eh bien, la situation des restaurateurs, elle est directement liée d'ailleurs à celle des discothèques, des restaurateurs qui font grise mine. C'est la grande dépression. Que font-ils? Comment font-ils pour s'organiser, pour continuer à garder l'espoir? On fera le point. Ce sera dans notre débat dans quelques minutes. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet. Oui, c'est le moment des stages, c'est la ruée vers les stages. Conseils pratiques et puis les erreurs à éviter. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job, on se met sous hypnose. Bien dans son job, bien dans sa tête aussi peut-être, apprendre une langue sous hypnose. Tiens, on va en parler parce que c'est possible. On va en parler avec Gershon Pinon. Bonjour, vous êtes psychothérapeute et cofondateur d'Hypnoledge, avec 2 associés, c'est bien cela, vous êtes 3 dans cette structure. C'est marié, l'apprentissage des langues, pour le dire simplement, avec l'hypnose. Comment vous est venue cette idée incroyable? Parce que l'hypnose, on le fait pour arrêter de fumer, pour les phobies en avion, pour plein de choses. Je ne connaissais pas pour les langues. L'hypnose, on le fait évidemment dans un domaine psychothérapeutique, mais on le fait également dans l'accompagnement de sportifs, en termes de préparation mentale. En fait, si vous voulez, je pense que dès qu'on comprend que l'état d'hypnose que l'on cherche à créer est un état qui vise un état optimisé de la conscience en vue d'optimiser certaines ressources, comme pour arrêter de fumer, mais également des ressources de concentration, de motivation, d'attention, de focalisation, on comprend à quoi peut très facilement être utile l'optimisation de ces ressources, notamment l'apprentissage. Parce que vous êtes psychothérapeute, expliquez-nous en 2 mots, je le connais parce que je suis passé par des séances d'hypnose. C'est quoi? C'est la déconnexion des 2 cerveaux, le cerveau de l'émotion et le cerveau de la raison, on les déconnecte? Alors, tout simplement, c'est un état dissociatif entre le conscient et l'inconscient. Ça veut dire qu'à un instant T, quand je suis sous hypnose, je suis à la fois là consciemment à pouvoir analyser, j'ai conscience de moi dans cet espace, sinon je serais dans un autre état, et également activer mes processus qui, eux, sont inconscients. Donc toute la machinerie qui est inconsciente et qui pilote un grand nombre de données. Et alors vous n'êtes pas sous hypnose, Gershon, là? En fait, toute la journée, on est un peu sous hypnose. Quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes là consciemment. Qui c'est qui conduit? Vous ne pensez pas à passer votre vitesse, à débrayer, à analyser tous les signaux. Il y a bien quelque chose en vous qui conduit. C'est tout le système inconscient qui fait ça d'une manière automatique pour libérer de l'attention au niveau du conscient. D'ailleurs, parenthèse, on va parler maintenant de votre entreprise, mais j'ai lu que les pilotes de Formule 1, certains se mettaient sous hypnose pour avoir une sorte de trajectoire rapide et efficace. Tous les sportifs de haut niveau aujourd'hui utilisent les états modifiés de conscience comme l'état hypnotique en vue d'optimiser la performance. Alors, votre idée, on l'a compris, c'est donc de faire rentrer des informations dans l'inconscient, dans cette partie déconnectée. Ça marche ou ça marche pas? Pour le dire simplement, j'ai envie d'apprendre une langue. D'abord, est-ce qu'on apprend plus vite? Et est-ce qu'on apprend mieux? Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginez, vous passez 10 heures de cours magistraux dans une langue. Le temps d'y aller, les déplacements, pendant que vous êtes dans le cours, tous les temps morts, les moments où vous êtes parasité dans votre tête, où vous allez vous déconnecter de l'ici et le maintenant. Regardez, en fait, en vérité, dans ces 10 heures d'espace-temps, combien sont réellement utilisés pour l'apprentissage. Maintenant, imaginez, vous écoutez un cours de 30 minutes. Vous êtes complètement absorbé. Il n'y a plus rien. On se met un casque? Oui, bien sûr. On favorise l'immersion. Il n'y a plus rien qui existe autour. Mon système conscient, lui, on réduit complètement son niveau de vigilance et on oriente toutes les processus et les fonctions pour absorber complètement dans un état de concentration maximale ce que je suis en train d'entendre. Donc c'est du 100%? C'est du 100%. Alors attendez, pour reprendre un petit peu le début du processus, j'ai déjà suivi des formations de langue. Là, on commence d'abord par se mettre sous hypnose, Gershon, puis ensuite entrer dans la formation en tant que telle. Comment ça marche? L'application fait tout. Une fois que je suis logué sur mon application, je choisis la langue que je souhaite apprendre. Je passe un petit questionnaire d'évaluation, me place dans un niveau, puisqu'on a quand même créé une pédagogie qui est holistique. Là, je vais accéder à tout un ensemble de thématiques de la vie courante, donc des cours qui ont été pensés, des cours audio de 35 minutes. Chacun de ces cours, c'est court. 6 à 8 minutes de mise en état d'hypnose pour optimiser les processus. Donc on se met en état d'hypnose. Exactement, enfin, en tout cas le logiciel vous y accompagne. Ensuite, 15 minutes d'écoute active sous hypnose dans un état de super concentration du cours que j'ai choisi et qui est adapté à mon niveau.
3-4 minutes de participation, c'est-à-dire que je vais répéter toujours sous hypnose pour avoir la prononciation, pour avoir l'accent qui me paraît le plus juste en moi, les mots de vocabulaire et les tournures de phrases qui auront été importantes. Et ensuite, 2 à 3 minutes de retour à l'état de conscience. Donc 2 à 3 minutes avec l'accompagnateur dans la voix qui vous prend par la main et qui vous fait revenir dans la réalité, pour le dire Exactement. simplement. Ça, c'est le gros de la méthode et tout cela est accompagné d'exercices, de grammaire pour avoir une vraie méthode pédagogique. En termes de rapidité, parce qu'il y a des cadres qui nous regardent, des chefs d'entreprise, qui souvent l'argument qui est utilisé, c'est j'ai pas le temps. C'est-à-dire j'ai pas le temps de libérer autant de temps. On gagne du temps avec cette méthode ? La solution, elle est nomade. Ça veut dire que le collaborateur peut l'utiliser quand il le souhaite. C'est-à-dire qu'on ne l'insère pas dans son emploi du temps qui peut être vécu comme une contrainte. Si c'est vécu comme une contrainte, l'émotion de motivation, elle n'est pas là. Là, au moins, il a l'appli. Il le fait quand il le souhaite, le soir, dans un moment de détente. Ouais, c'est aussi un moment de détente, il faut quand même le dire. C'est un moment où on fait des langues, mais on se relâche aussi un peu, non ? Je peux... Exactement. Et ce qui est extrêmement intéressant de comprendre, c'est que sous hypnose, je vais travailler une autre dimension, c'est la dimension émotionnelle. Je peux maîtriser une langue, mais avoir peur de parler en public, ne pas avoir confiance, ne pas oser, avoir la peur du jugement. Et toutes les séances qui sont d'hypnose au sein de l'application ont pour vocation également d'accompagner l'apprenant pour travailler cette dimension-là, qui aujourd'hui n'est jamais travaillée. Qu'est-ce que vous disent vos clients ? Parce que vous avez créé cette entreprise il y a quelques temps, c'est assez neuf. Quel est le retour de vos clients là aujourd'hui ? 14 000 nouveaux utilisateurs durant l'année 2020. Le confinement a peut-être été propice aussi à ces moments d'hypnose et de relâchement ? Alors, le confinement était propice, mais on est sur le même niveau de croissance par rapport à l'année précédente. Donc oui, en effet, je pense que forcément, plus de gens ont trouvé qu'en termes de priorité, d'intérêt, c'était le bon moment pour apprendre une langue, mais au final, ça suit la croissance que l'on avait depuis 2 ans. Les langues... lycée, un lycée dans les Landes qui reconduit pour la 2e année la licence. En plus, c'est un lycée agricole, donc pour qui l'apprentissage des langues, sans faire de grands stéréotypes, n'est pas forcément la priorité, avec beaucoup d'émotions un peu limitantes qui est associée. Le lycée, c'est important. Arrêtons-nous un instant. C'est-à-dire que les étudiants, les élèves, en l'occurrence, mettent leur casque dans une classe où ils sont, pareil, atomisés, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Eh bien, en fait, il y a les deux ? Il y a les deux. Ouais, c'est ça. 1 heure par semaine de Deep Knowledge accompagné du professeur, et ensuite ils ont la licence et ils peuvent l'utiliser quand ils le veulent à la maison. D'accord. Mais 1 heure obligatoire Deep Knowledge. Ça veut dire que l'Éducation nationale, dans le cas de ce lycée, a validé, ou en tout cas l'inspection d'académie, a validé la méthode. Comment Là, ça se passe ? C'est un lycée privé. Donc voilà. C'est un lycée privé. Voilà. Pour l'instant, vous attaquez l'Éducation nationale ou pas ? On aimerait bien, mais on va y aller step by step. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est le mot hypnose. Aujourd'hui, si l'Éducation nationale dit OK, cette méthode, elle est extraordinaire dans l'accompagnement de nos lycéens et de nos collégiens, je vous laisse imaginer la bombe atomique qu'on laissera planter quand on expliquera que ce sera sous hypnose, parce que par la méconnaissance malheureuse... Ah oui, vous pensez qu'il y a encore des malentendus sous l'hypnose ? Énorme. On nous manipule, on va nous piquer le code de la carte bleue, enfin toutes ces bêtises, quoi. Regardez l'ostéopathie il y a 15 ans. Aujourd'hui, on va tous chez un ostéo. Énorme. On n'y va pas encore, mais on y va. L'hypnose, pour apprendre, les clients vous disent, moi j'apprends plus vite, ça rentre plus vite, parce que je me souviens d'expériences quand j'étais étudiant où on nous disait, si tu enregistres ton cours et tu l'écoutes la nuit, par le sommeil, tu ingurgites plus vite tes cours. Donc on n'était pas très très loin de cette méthode. En fait, c'est un gros raccourci de pensée, c'est juste de dire que la nuit, le cerveau restructure les informations qu'on a passées dans la journée. C'est ce qu'on dit. C'est un raccourci de pensée, c'est-à-dire qu'il y a une réorganisation dans la nuit. L'idée de l'état d'hypnose, c'est au contraire d'optimiser l'attention, la mémorisation et la concentration en vue et l'ensemble des sens en vue d'être une éponge qui absorbe et qui va structurer dans sa tête les circuits neurologiques propres à la nouvelle langue. On apprend une nouvelle langue, on n'est pas un Français qui va devoir traduire pour apprendre une langue. Au contraire, on permet à l'apprenant d'apprendre une nouvelle langue comme sa langue maternelle. Les langues, c'est quoi ? Espagnol, anglais, russe, chinois, Anglais, comment on fait ? espagnol, italien, allemand, français pour le marché anglophone et le mandarin, donc le chinois, qui est en cours de construction et qui devrait arriver dans le 1er trimestre. Le mandarin, parce qu'on dit que c'est une langue qu'on ne peut plus apprendre après 40 ans, ça vous le confirmez ou pas ? Eh ben, moi je dis au contraire que c'est une langue qui est extrêmement imagée et qui est extrêmement basée sur 2 sens qui sont importants, le visuel et l'auditif. L'hypnose, on ouvre les sens, donc on accentue l'imagerie cérébrale et on sensibilise l'oreille à l'écoute auditive. Donc au contraire, c'est une langue parfaite pour l'apprentissage sous hypnose. Je parle à votre place, mais j'imagine que quand on se prépare à cette séance, il ne faut pas être dans un monde trop bruyant, il faut un peu s'isoler, il faut se poser, j'imagine quand même. On est bien d'accord, on va faire ça... Dans une sorte de brouhaha et de... On va choisir son moment. Dès qu'on va appuyer sur play, on sait qu'on est parti pour une demi-heure. On déconnecte. D'apprentissage extrêmement intense et agréable. Et on se connecte. Et on se connecte, ouais. Donc on choisit le bon moment. Donc c'est important de créer son espace aussi pour pousser un peu le bruit, le stress. Si pendant ma séance Hypnowledge, j'ai mes 3 enfants qui viennent me déranger, on s'écarte de l'optimisation de l'espace. Et de toute façon, on n'arrive pas à rentrer dans l'hypnose. Forcément, notre inconscient, ce sera plus important à ce moment-là de s'occuper de nos enfants. Donc on va sortir de cet état-là et puis on va vaquer à nos occupations.
Hypnoledge, cette plateforme d'apprentissage, vous l'aurez compris, évidemment, c'est une licence. Vous évoquez la licence, hein, vous achetez cette licence et puis ensuite vous vous connectez, on vous prend par la main, on vous parle, vous avez des voix incroyables. On retrouve votre voix pour ceux qui auront envie d'aller acheter cette licence. Il y a votre voix et celle de vos associés. Oui, exactement. Puis ensuite, il y a quand même des vrais professeurs, j'imagine, de mandarin, parce que vous n'êtes pas prof de mandarin. Ce sont des spécialistes de l'accompagnement humain, psychologique et de l'hypnose, que sont nous trois, nos associés, des professeurs qui sont natifs du pays et dont le métier c'est d'être professeur, et un ingénieur du son qui crée tout le contexte sonore et immersif. Voilà. Oui, parce qu'il faut aussi un peu d'enrobage de son. On veut être en immersion dans le pays étranger en étant chez soi, avec des processus cognitifs émotionnels complètement optimisés. 14 000 utilisateurs, c'est Hypnoledge. Gershon Pinon, merci de nous avoir rendu visite. Moi, je me sens déjà mieux. J'ai presque envie d'apprendre le mandarin. J'adore. Non, mais vraiment. Vous êtes psychothérapeute et cofondateur de cette société qui cartonne. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. On se retrouve peut-être un autre jour. Peut-être que j'écouterai votre voix ce soir quand je serai détendu. La suite de nos programmes, vous allez voir, là, c'est un petit peu moins d'hypnose. On va revenir au réel, au concret. C'est Smart et Réglo avec Lys Leborgne. Et on parle des discothèques. Oui, elles ont tiré le rideau. On s'amuse plus, on ne danse plus. Et ça crée évidemment une situation un peu délicate. C'est tout de suite. Smart et Réglo avec notre invitée. Elle était là la semaine dernière. On est ravis de l'accueillir. Lys Leborgne, avocate au barreau de Paris. Et vous êtes spécialiste en droit social et en droit du travail. Alors, aujourd'hui, on a un peu une thématique qui est assez cohérente, puisque dans le cercle RH, vous l'avez vu, on parle des restaurateurs. Avec vous, vous avez décidé de nous parler de ces discothèques, 16 000 au total en France, qui, aujourd'hui, quand on lit les petites phrases qu'elle évoque dans la presse, c'est une forme de désespoir absolu. Qu'est-ce que fait l'État? Parce que j'imagine que vous avez peut-être des clients qui vous sollicitent et qui vous disent qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'a fait l'État depuis presque un an maintenant en direction des discothèques? Parce que c'est un des secteurs qui n'a pas réouvert. Bien sûr. C'est le seul secteur en fait qui n'a jamais rouvert, puisque même cet été, il n'y a pas eu la parenthèse qu'ont pu avoir les restaurateurs. Et juin, juillet, août, les boîtes de nuit sont restées totalement fermées. Alors, ce qui a été difficile dans ce secteur, ça a été le fait que les annonces se soient faites au fur et à mesure, évidemment, puisque personne n'avait de visibilité. Donc, le 15 mars, fermeture des boîtes de nuit, et depuis, aucune réouverture, et les annonces au fil de l'eau. La principale aide dont ont pu bénéficier les discothèques, elle vient du fonds de solidarité, comme la plupart des entreprises. Ce fonds de solidarité, il a évolué. Il a été porté pour juin, juillet, août à 45 000 euros, et également pour la période septembre, octobre, novembre. Et là, enfin, suite aux revendications des syndicats, les discothèques ont pu rejoindre le fonds de solidarité des restaurants et des hôtels. Et donc, c'est assez cohérent d'ailleurs. Voilà, et vont pouvoir bénéficier pour le mois de décembre, le formulaire est en ligne, soit d'une aide pour compenser la perte de chiffre d'affaires de 10 000 euros. L'aide classique que les restaurateurs avaient. Soit de 20% du chiffre d'affaires 2019, dans la limite de 200 000 euros. Donc c'est ce nouveau fonds de solidarité dont désormais les discothèques vont pouvoir bénéficier, et malheureusement certainement pour encore plusieurs mois, puisque la réouverture annoncée, c'est plutôt pour cet été, s'il y en a une. Voire septembre. Voilà. Il y a eu des licenciements ou pas? Parce qu'on va le voir dans la restauration, c'est un secteur qui, paradoxalement, ne fait pas encore beaucoup de faillites. On maintient des salariés, j'ai sous perfusion. On a licencié dans les discothèques parce qu'il y a beaucoup de prestataires, on le sait, de salariés qui ne viennent travailler que le week-end. C'est des emplois parfois précaires, qui sont des vigiles, de la sécurité, du bar. Comment ils ont fait? Comment ils se sont organisés? Alors, selon les chiffres qui circulent, les fermetures, pour l'instant, concerneraient 20% des boîtes de nuit. Pour les autres, effectivement, elles sont encore sous perfusion. Ça veut dire que leurs salariés ont été mis à 100% en activité partielle. Cette activité partielle, elle est prise en charge de manière favorable par l'État, puisqu'on est à 70% du salaire brut pour les salariés, donc 84% de leur net. On est toujours sur cette formule-là. Ça devait baisser, mais ils l'ont prolongé. Ça reste, et d'autant plus pour les secteurs qui sont fermés. Et cette prise en charge est remboursée à 100% par l'État. Néanmoins, ça reste à la discothèque d'avancer les fonds. Et donc, le déficit commence à se creuser, d'autant plus que les aides sont en décalé. Donc, on a cette aide principale de l'activité partielle pour le personnel. Et puis, malheureusement, on a constaté des fermetures. Donc, vous avez eu le VIP Room qui a fermé. Et on a l'annonce là du Tango à Paris dans le Marais qui est également en train de fermer. Pourquoi? Parce que même avec cette prise en charge du personnel, les charges fixes continuent de courir. Les loyers. Et puis, les gérants, surtout, doivent vivre.
Bah, bien sûr, bien sûr. Et il y a la question des loyers, des bailleurs, évidemment, qui réclament des loyers mensuels. J'imagine que ces discothèques on loue un bail commercial. Bien sûr, donc comme les restaurateurs, il y a eu de nombreux contentieux avec les assurances, avec des plateformes qui se sont mises en place pour faire des audits des contrats d'assurance et voir si les clauses de force majeure pouvaient rentrer en vigueur, est-ce que l'assureur devait intervenir ou non. Donc on est exactement sur les mêmes problématiques que les restaurants. Mais malheureusement, les discothèques ont eu moins de visibilité dans les médias. C'est vrai. Peut-être parce que par rapport au commerce essentiel, la fête, c'est peut-être l'extrême inverse, en tout cas quand on est dans la crise. Et puis on commence à se rendre compte petit à petit que la fête manque, que peut-être finalement la fête aussi. Bah, vous avez vu, ils s'en fait d'ailleurs des clandestines, puisque pour le coup, il n'y a plus d'espace pour aller faire la fête. Exactement. Bah, oui. Cet été, d'ailleurs, ça a été un véritable crève-cœur pour les propriétaires de discothèques, puisqu'en fait, il y a eu beaucoup d'apprentis responsables des fêtes, avec des fêtes clandestines, mais aussi des restaurants qui se sont transformés en bars de nuit. Et donc finalement, c'était les derniers laissés pour compte, ceux qui avaient une classification P avec une piste de danse et qui, eux, ne pouvaient pas rouvrir. On nous laisse mourir dans l'indifférence. Donc vous nous dites, l'état des lieux aujourd'hui, et ça peut encore évoluer, que une partie de la profession tient le coup, s'accroche et continue le chômage partiel, mais déjà, des sociétés ferment, déposent le bilan. Nous sommes d'accord. On serait sur 300. Sur 300 dépôts de bilan. Par rapport à 1600. Sur 1600, ce qui est beaucoup quand même. Voilà. C'est plus de 25% presque de la... D'accord. Un dernier mot, parce qu'il y a quand même l'idée de continuer à vivre après septembre, cet été, puisque c'est ce qui est évoqué. Ils étaient prêts, ils avaient quand même fait des mesures draconiennes en termes de protocole. Jusqu'où ils sont prêts à aller, à tester leurs clients avant d'entrer. Enfin, c'est plus une nuit de danse, là, c'est une journée entière pour vérifier tout le monde. Alors, la limite, c'est d'avoir une jauge d'entrée qui permette d'être rentable. Ce qui est une boîte de nuit nécessite que la distanciation physique est difficile à tenir. En revanche, il y a un protocole qui a d'ores et déjà été mis en place, qui a été négocié, qui est prêt avec le gel hydroalcoolique, les verres à usage unique, potentiellement même entre certains espaces des vitres. Des vitres. Néanmoins, pour l'instant, ça n'a jamais donné lieu à une fiche métier comme on a pu le voir pour les autres secteurs. Il n'y en a pas pour l'instant, d'accord. Voilà, ça n'a pas encore été institutionnalisé. En revanche, la lueur d'espoir, elle vient peut-être de l'étranger, notamment à Londres, où une boîte de nuit, elle va tenter par l'ultraviolet, en fait, de tuer le virus. Donc, c'est la boîte 100 à 100 Club à Londres. Avec cette machine-là qui vient passer... avec la lumière ultraviolette. Oui, j'ai vu cet appareil. Qu'en janvier, il va tenter en fait de tuer le virus. Donc c'est des mécanismes qui pourraient permettre d'avoir quand même une jauge remplie, tout en respectant la non-contamination. Donc l'espoir peut venir des Anglais, compte tenu que les Anglais sont bien embêtés aussi, parce qu'ils ont eu évidemment. Ils sont fermés pour l'instant. Ils sont fermés avec une augmentation. Voilà, c'est la même chose. Donc tuer le virus pour sauver la danse et la joie de danser, parce que c'est aussi un plaisir pour plein de jeunes de pouvoir le samedi et le vendredi pouvoir un peu s'égayer, ce qui n'est pas le cas. Rappelons que c'est une profession qui compte 1600 discothèques dans l'Hexagone et le chiffre que vous donnez est inquiétant, c'est 300 sociétés qui sont des sociétés. C'est un chiffre donné par l'UMI, par leur syndicat. Qui était venu sur le plateau. Voilà, et qui effectivement les accompagne pour les négociations de l'activité partielle. Avant de nous quitter, juste un mot, là c'est l'avocate, quand on a été licencié d'une discothèque pour motif économique, on peut reprendre un emploi immédiatement? Comment ça se passe Alors même si vous êtes en activité partielle, même en partiel, vous pouvez travailler en parallèle, sauf si vous avez une clause d'exclusivité, d'accord, ce qui est quand même rare dans ce milieu. Oui, je pense. Donc vous pouvez totalement cumuler si vous trouvez un autre emploi, mais effectivement dans le milieu actuellement les offres... ou dans un secteur parallèle. Notamment sur les secteurs en tension, ça a même été encouragé. Dans ce cas-là, vous cumulez votre autre salaire et l'activité partielle. Et si vous êtes licencié pour motif économique, si jamais la boîte de nuit rouvre cet été, vous avez une priorité de réembauche. D'accord. Donc surtout faire savoir à la discothèque que vous tenez à être réembauché. D'accord. Et puis en cas de licenciement pour motif économique, il y a un accompagnement avec soit un contrat de sécurisation professionnelle, soit un congé de reclassement selon l'effectif de la boîte de nuit. Je vais vous dire, parce qu'en fait, il n'y a pas de PSE qui s'engage dans une boîte de nuit. Enfin, en général, c'est des licenciements... En général, on est plutôt sur des TPE, donc effectivement, les effectifs ne sont pas atteints pour qu'on ait un PSE, donc on part sur un contrat de sécurisation professionnelle et c'est Pôle emploi qui prend le relais. Voilà, bon, mais écoutez, c'est des salariés, en tout cas, qui sont inquiets aujourd'hui, pour ceux qui sont encore dans les discothèques, à attendre la réouverture, puis d'autres ont déjà perdu leur job et recherchent un boulot, évidemment.
Merci Lise Leborgne d'être venue nous éclairer sur ce petit secteur dont vous avez raison, dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup des restaurateurs et on va encore le faire aujourd'hui, mais trop peu des discothèques. Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. Eh bien, vous allez revenir nous voir, j'en suis sûr, pour d'autres dossiers. La suite de notre programme, c'est la pause café. On va faire une petite pause. Oui, travailler dans un bureau un peu gris, un peu terne, sans plante verte, est-ce que ça nous rend meilleur? Est-ce qu'on produit plus? C'est pas sûr. Fanny Griesmer nous explique tout. Fanny Griesmer, l'image déjà vous avez mis beaucoup de couleurs alors qu'on va parler des bureaux un peu gris, des bureaux un peu ternes. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un lien entre la déco de notre bureau et notre performance? Est-ce que lorsqu'on n'est pas dissipé, on est performant, ou est-ce que justement au contraire, quand on est bien dans son environnement, on se dit tiens je vais encore plus donner? Comment ça se passe? C'est justement toute C'est un débat question, philosophique. l'objet de mon enquête. En tout cas, je vais vous planter le décor. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui vient de publier L'Ange et la Bête, mémoire provisoire chez Gallimard. Son 11e livre, le 3e depuis qu'il est à Bercy. Donc, ministre et essayiste. Dernier livre qui est un Des succès, récit souvent, en d'ailleurs. coulisses, gros succès. Dernier livre donc sorti le 14 janvier dernier, donc tout récent. C'est un récit en coulisses des 3 premières années du quinquennat. Un ouvrage sur la gestion de l'épidémie de coronavirus. 352 pages tout de même, parmi lesquelles un passage dans lequel il épingle ouvertement les aménagements des ministères. Oui, des ministères trop beaux. Si beau que cela nuirait au travail, selon lui. On appelle ça les raconte d'ailleurs lambris. des scènes, ça doit être assez savoureux, où les conseillers se battent pour avoir les bureaux avec le plus de dorures. Alors, je ne sais pas s'ils se prennent en photo, ils prennent des selfies dans les bureaux. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas du tout ce problème-là. Vous vous battez plutôt pour être à côté de la fenêtre ou d'avoir un ordinateur qui fonctionne correctement. Bref, Bruno Le Maire est revenu sur ses critiques ouvertes au micro de France Inter. Je le cite, « Quand vous êtes écrasé par un plafond de dorures et que vos bureaux sont compliqués, que pour retrouver un conseiller, il faut arpenter 4 couloirs, tourner 5 portes, toutes décorées avec des stucs, je ne pense pas que ça favorise un travail efficace. » Voilà ces mots. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les dorures empêchent de travailler? En tout cas, j'en suis arrivée à me poser cette question. Est-ce que l'on travaille mieux, finalement, dans un bureau sinistre? Le confort et le luxe seraient-ils contre-productifs? En somme, est-ce que la décoration influence notre manière de travailler? C'est un peu l'ambiance Google aussi qui vient Alors, contredire tout ça, les petits fauteuils rouges, le baby-foot, Exactement. le Alors, hamac. On a assez peu d'études, je ne vais pas vous le cacher, sur la décoration et la performance au travail. En revanche, cette étude, OpinionWay de 2016 pour CD&B, sur la relation entre l'espace de travail et le bien-être des salariés, donc plutôt au global, une influence majeure sur la performance et le bien-être. En tout cas, 92% des personnes interrogées estiment qu'il y a un impact majeur sur la capacité à se concentrer, 89% sur la productivité, 74% sur la créativité. Donc c'est vrai que travailler sur un coin de table, quand vous avez un collègue à moins d'1 mètre qui est en train d'engloutir sans scrupule un hamburger devant son écran d'ordinateur, ça ne favorise pas forcément sa capacité de concentration. La petite odeur de graillonné qui agace, en plus, en général. La pause déjeuner est un sujet aussi. Et la boîte qui sent mauvais dans la poubelle. Il faudra en parler de cette pause déjeuner ou du déjeuner à table. En tout cas, l'aménagement, c'est une chose, la déco, c'en est une autre. J'ai parcouru pas mal de sites de décoration. Ce que j'ai pu lire, c'est qu'un environnement cosy rendrait effectivement plus productif, un décor plus attractif et donc plus stimulant. 4 critères majeurs à retenir. L'environnement sonore, oui c'est important, difficile à maîtriser en open space quand même. L'éclairage, la configuration générale de l'espace et les couleurs, le bleu, le vert favorisent la concentration, quand la couleur jaune, elle, serait plutôt associée à l'innovation et la créativité. Et pour le rouge, si vous vous posez la question, c'est plutôt l'effort physique. C'est ça, oui. Les couleurs ont un sens. Il y a quand même, on l'avait reçu d'ailleurs, vous vous souvenez, la plante verte. Oui. L'idée qu'on aménage aussi en mettant un peu de vie autour de nous. Bien, pas bien, utile, bon pour la santé. Apparemment excellent pour la santé, effectivement. La nature et ses bienfaits jusque dans le bureau. Plusieurs études confirment que le simple fait de poser une plante verte sur votre bureau permet d'être plus productif, plus 15% tout de même. Et ça va même au-delà.
cela ferait baisser le taux d'absentéisme, moins 10%. Ah, on s'y attache, c'est ce la que petite bête. dit en tout cas une étude norvégienne. Oui, à condition d'en prendre soin. C'est ça, on s'y attache. Voilà. Et si on mettait un Voilà. poisson rouge, on est obligé de venir tous les jours pour le nourrir. Donc, Aussi. aucune possibilité d'absentéisme. Vous n'avez pas évoqué la question du poisson rouge sur le bureau? Pas du tout, mais certains amènent déjà leur petit cocon au bureau. C'est vrai. En télétravail, c'est un petit peu plus compliqué parce que certains ont dû créer un espace de bureau. Preuve que la frontière entre la vie pro, la vie perso nous amène quand même à recréer un espace de travail bien défini chez soi. Oui, c'est vrai que vous l'avez mis dans le contexte de on va au bureau, ce qui est très différent, j'imagine, que quand on Aujourd'hui, est chez c'est soi. vrai que les cartes sont un peu rebattues. Bah oui, On a d'ailleurs reçu pas mal de sociétés de réaménagement de bureaux. c'est vrai. Il y a encore pas mal de choses à faire. Enfin, chez soi, on est censé être bien dans son environnement. Normalement. Certains ont profité du confinement pour un petit rouleau de peinture Ouais, pour se réaménager leur espace. et acheter des plantes. Tous à vos plantes vertes, hein. Non pas tous à vos cassettes, mais tous à vos plantes vertes, parce que ça fait du bien au bureau. C'est joli. Et c'est joli et c'est bon pour la planète. Merci Fanny. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle petite pause café. Je ne sais pas de quoi vous nous parlez, mais vous êtes en train de turbuler comme Ça chaque bouillonne. jour. Ça bouillonne. Merci Fanny. On se retrouve demain. Tout de suite, c'est notre pause, juste après notre cercle RH. On va rester cohérent par rapport à ce qu'on évoquait sur les discothèques. On va parler des restaurateurs. Ils sont dans une très grande dépression, une crise économique sans précédent. Certains s'organisent, cherchent la solution, mais c'est vrai que la situation est complexe aujourd'hui pour ce secteur d'activité. On fait le point tout de suite avec mes invités. Petite pause et on se retrouve juste après. Le cercle RH, notre débat, on fait écho aujourd'hui dans notre débat à ce qu'on vient d'entendre sur les discothèques, la restauration, le secteur de la restauration. C'est évidemment des milliards d'euros perdus depuis presque un an, ce sont des salariés qui sont au chômage partiel, c'est un patrimoine, un savoir-faire culinaire, c'est un pan de notre vie quotidienne qui a disparu depuis le mois de mars, avec des intermittences, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, une petite réouverture pendant l'été, puis de nouveau le couperet est tombé, avec des salariés, avec des chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont, pour le dire simplement, dans l'inquiétude, dans l'expectative et qui attendent de savoir comment les choses vont évoluer. On fait le point avec mes invités. Franck Troué à mes côtés, porte-parole du GNI, qui est le groupement national des indépendants. Alors on parle beaucoup de l'UMI, on parle beaucoup de ces organisations professionnelles, mais vous êtes, le GNI, en charge des questions de la restauration et de l'hôtellerie, et vous avez évidemment un regard panoramique sur ces métiers qui sont inquiets, vous le confirmez. Enfin, j'imagine que... Très inquiet, angoissé même. Angoissé, pour ne pas dire en colère, parce qu'il y a un débat quand même sur une petite colère comme ça de l'idée de on nous veut du mal. On le lit, on l'entend. Oui, ce qui pousse même certains à imaginer de forcer l'ouverture au 1er février, ce sur quoi nous attirons leur attention pour dire attention à ne pas commettre l'irréparable et se retrouver cette fois dans une fermeture qui serait disciplinaire et qui priverait ces professionnels des aides dont ils bénéficient aujourd'hui. Aides qui, pour certaines villes, je pense à Paris, on va l'évoquer, qui ne suffisent pas. Enfin, on évoquait les fameux 10 000 euros qui ne suffisent pas. Franck Baranger, merci d'être avec nous. Vous êtes un homme de l'ombre parce que vous êtes à la tête d'un groupe de restaurants, mais c'est vous qui faites la cuisine, vous êtes le chef. Oui, ouais. Donc vous êtes en backup. Avec mes équipes. Je les cite vos restaurants parce que j'en connais quelques-uns et c'est une cuisine savoureuse, une cuisine à la fois du terroir avec des produits simples qui sont bien travaillés. La Pantruchoise, Caillebotte, Belle Maison, Coucou. Vous en êtes alors, à la fois le chef cuisinier, puis vous êtes associé avec des inquiétudes, j'imagine, et on va en parler avec vous parce que vos restaurants sont fermés, mais vous faites de la livraison avec du click and collect. Exactement. Donc vous essayez de continuer à servir des clients et à les nourrir. Oui, tout à fait. On a mis en place cette formule-là à la sortie du premier confinement. Et évidemment, on l'a remise en activité à la fermeture des restaurants en novembre, quoi. On parlera des aides aussi, parce qu'il y a quand même tout un débat administratif, beaucoup de papiers à remplir, beaucoup d'administratifs. Et on va en parler aussi avec Laurent Poirot, directeur financier groupe Clave Tribeca. Alors vous venez de la banque, parce que vous n'êtes pas un chef cuisinier. Vous êtes arrivé en 2017 dans ce groupe, qui est un groupe costaud, qui a été créé par Laurent Villa. Il y a 10 restaurants dans toute la France, bientôt 15, c'était les prospectives. J'imagine que tout ça est à l'arrêt. Exactement. Aujourd'hui, on a dû mettre en stand-by plusieurs projets d'ouverture, puisque le contexte en fait est pas clair et pas pertinent pour nous. On ne veut pas ouvrir en fait dans une période où on risquerait d'être à nouveau refermé ou de subir à nouveau une phase de couvre-feu. Donc on préfère
prendre du temps pour terminer ces chantiers, quitte à les retarder en termes d'ouverture. On attend d'avoir une visibilité qui soit vraiment beaucoup plus claire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes une belle ETI, hein, c'est 500 salariés dans ce groupe, qui aujourd'hui sont dans quelle situation, vos salariés? Parce que j'ai vu qu'il y avait des usines aussi agroalimentaires, puisqu'il faut fournir un certain nombre de restaurants, on va en parler. Chômage partiel pour la plupart? C'est ça. Tous nos salariés aujourd'hui dans la restauration sont au chômage partiel, ils sont tous en arrêt. On est un peu inquiet pour vous dire sur la phase de reprise parce qu'on craint qu'il y ait un état psychologique qui ne soit pas au top lors de la reprise. Et que les gens ne se ruent pas forcément. Exactement. Certaines personnes vont peut-être refuser de retourner au travail parce qu'ont eu le temps de réfléchir à une réorientation. Enfin, on peut tout envisager. Et puis après, vous avez les gens qui subissent cette période-là de manière un peu plus forte que d'autres et qui auront peut-être un peu plus de mal à reprendre le chemin du travail. Je suis un peu inquiet par rapport à ça, sur cet aspect psychologique de la reprise. Vous aussi, sur cette question-là, parce qu'après je me tournerai vers vous, mais vous évoquez, l'hypothèse que des restaurateurs qui sont à bout vont dire « moi, j'en ai plus rien à foutre, j'ouvre ». Ça, c'est la première option. Puis la deuxième, c'est de se dire « moi, j'ai respecté les règles, j'ai tout fait ça très bien, sauf que les clients ne viennent pas. » Et que donc le deuxième coup près, c'est qu'on me retire les aides, mais que je n'ai pas les clients qui compensent. Et les salariés. Et les salariés, bien sûr. Les salariés vont reprendre le travail. Pour certains, ils ne sont pas venus dans nos établissements depuis le mois de mars dernier. Donc on les appelle, On essaye effectivement de les appeler, on leur propose des formations pour garder le rythme. Vous savez, le métier de la restauration est un métier relativement difficile où la discipline est très importante. D'ailleurs, métier difficile. Le chef que vous êtes le sait très bien, on parle de brigade en cuisine, c'est un terme militaire, c'est dire ô combien la discipline est importante, mais lorsque vous êtes complètement libre de mouvement depuis plus de 10 mois, que vous n'avez plus à vous lever le matin, parfois très très tôt, que vous n'avez plus à respecter... Ou dit-on se relâche un peu, quoi. Eh bien, ça va être très difficile. Permettez-moi de reprendre une expression de mes arrière-grands-parents. Il faut remettre le collier, comme on disait. Bah ouais. C'est très difficile. Ouais, le fameux coup de collier, ouais. Exactement. Ouais. Vous, 500 salariés, donc on est dans un groupe structuré. Combien de salariés dans ce... 35. 35 salariés qui... Pour le coup, vous continuez le click and collect, vous en avez gardé toujours en activité. Non, vous êtes en cuisine, vous la tête dans le guidon. Oui, en fait, nous, l'associé est à fond on est aussi. 4 associés. On a 4 restaurants, on est 4 associés, on est 2 en cuisine et 2 en qui étaient en salle, ouais. Donc c'est quelque part une chance qu'on a saisie, c'est-à-dire qu'on peut faire fonctionner la vente à emporter, le click and collect et la livraison. Sans avoir à s'appuyer sur les salariés. Exactement. Donc pour nous, c'est hyper important. Effectivement, on a plein de copains qui sont obligés de faire revenir des salariés pour produire et gérer la logistique. Et là, ça devient plus compliqué. Nous, on a déjà cette chance-là d'avoir un coût en moins. Sur Vous avez des loyers, vous avez des bailleurs, évidemment, et ces loyers, ils tombent tous les mois. Il y a des charges fixes, et on l'entend chez tous les restaurateurs qui disent « mais attendez, les charges, nous, on les paye. Voilà. » Les charges, les déficits se creusent. Comment ça se passe? Est-ce que l'État, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, on nous dit que les faillites sont aussi faibles qu'il y a 10 ans, qu'il n'y a pas de faillite, ça veut dire que notre modèle d'amortisseur social, d'aide, limite les faillites. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si on parle simplement des loyers, franchement, c'est du cas par cas. Effectivement, nous, nos 4 bailleurs sont des privés, particuliers. Donc c'est une discussion qu'on doit avoir avec eux à chaque fois. On peut comprendre aussi la difficulté de leur côté. Ils en ont besoin, ouais. Ils en ont besoin. C'est du cas par cas. Si on a un bailleur qui, lui, est pris par par exemple, il a acheté les murs et il a un emprunt en cours dessus, peut-être que lui peut négocier de son côté un rallongement, enfin un décalage de son bien sûr. emprunt. Et d'être un zéro. Vous avez réussi ça? Parce que c'est compliqué ça quand même. On est encore en train de discuter, c'est-à-dire qu'on le fait période par période. On a géré le dernier trimestre là avec nos bailleurs. C'est lourd. On en a 2 qui ont accepté de nous faire un mois gratuit. Donc c'est déjà ça. C'est déjà ça, bien sûr. Bah ouais. On est très content et évidemment on a eu les appels pour le premier trimestre et là on est en égo parce que nous on veut pas non plus avoir on veut pas devenir des mauvais garçons. Mais à la fois, on est en train d'essayer de sauver notre boîte. Bah ouais. Donc, c'est compliqué ce discours. Et en fait, on nous laisse à nous le soin de négocier. Débrouillez-vous. Hein. Ouais. Payez si vous voulez pas, puis après on verra bien. Prenez un avocat. C'est un peu le discours qu'on nous donne. C'est exactement ça. C'est terrible. Nous, on travaille... négocier de gré à gré. Hein. Exactement. Nous, on travaille dans plusieurs centres commerciaux, donc on est en contact avec les plus grosses foncières qui peuvent exister. Je ne citerai pas les noms. Elles avancent en ordre dispersé, vraiment, sur l'accompagnement des... ils n'ont pas la même stratégie. Pour en citer une, parce qu'il faut la citer, c'est Compagnie de Falsbourg. Elle a pris une posture qui est claire et précise. C'est l'annulation pure et simple des loyers
pendant les phases de fermeture administrative. Que vous soyez un restaurateur, que vous soyez... Quel soulagement. Voilà, donc ça c'est... Mais malheureusement, c'en est qu'un, puisque pour les autres, on a reçu les avis de loyer où il fallait payer 100% du loyer, même pendant la phase de fermeture administrative. Il y a eu des cas où les avocats sont venus. Moi, j'ai des restaurateurs qui m'ont dit, le type est venu et avec son avocat et avec un peu le couteau sous la gorge en disant, faut payer là maintenant. Hein. C'est ça. Après, vous avez des propriétaires qui n'hésitent pas à engager des démarches juridiques en envoyant des commandements de payer, etc. Je pense qu'après, pour des petits restaurateurs qui ne sont pas habitués à cette démarche, ça doit être lourd. Très lourd à accepter. Mais nous, on a engagé des discussions avec chacune de nos foncières, justement pour arriver à faire réduire ce loyer pendant les phases de fermeture administrative. Là, excusez-moi, c'est difficile de dévoiler les secrets d'une entreprise parce qu'on n'a jamais envie de dire que ma boîte va mal, c'est compliqué, j'ai pas de trésor, mais là, on imagine que vous êtes en train de calculer serré. Comment ça se passe là, concrètement ? Nous, aujourd'hui, on a fait le nécessaire pour demander toutes les aides qui existent, c'est-à-dire celle du Fonds de solidarité. Comme on est un groupe, on n'est pas vraiment éligible au Fonds de solidarité, mais plus au PGE. Donc vous l'avez souscrit ? Exactement. On a fait une première campagne de PGE à l'issue du premier confinement. Là, je suis en train d'en refaire une autre parce que on perçoit que la crise va être encore longue. Il est surtout prudent pour nous de consolider nos bases de trésorerie parce que, comme on le disait tout à l'heure, les loyers ils courent toujours. Même s'il y a des négociations, il faudra à un moment payer 50%, 70% de ce loyer. Et pied sur le frein sur les investissements que vous aviez prévus. Donc des embauches potentielles et de l'emploi à créer, ça c'est bloqué. Tout ça c'est stoppé. Pareil pour les investissements sur les nouvelles ouvertures. On a mis en stand-by certains projets ou en tout cas on les avance beaucoup moins vite que ce qu'on avait prévu. C'est un crève-cœur quand même. Hein. C'est perturbant pour les équipes parce que aujourd'hui... c'est un métier de passion hein, quand même. Hein. Exactement. Ouais. C'est un métier où on aime venir au boulot, on aime servir ses clients, on aime leur faire plaisir. Enfin, même pour les clients, c'est douloureux. Enfin, c'est-à-dire qu'on est un peu amputé d'un truc. On a vraiment envie de revenir. Enfin, nous, c'est le discours. Du coup, on est vachement en contact avec. Oui, parce que vous les servez, vous continuez à les servir. Je les sers directement. Je les ai jamais vus autant que maintenant. Psychologiquement, c'est important, ça, je pense, Franck, de garder ce lien-là. Nous, on se rend compte de la gravité de la situation, mais on se considère un petit peu chanceux par rapport à tout ce qui se passe. C'est-à-dire que on n'est pas chanceux financièrement parlant, mais on a la chance d'avoir le contact avec. Vous êtes en vie, vous servez. Discuter avec eux et on essaye de prendre un peu ce qu'il y a de bon. Ouais, c'est pas le rideau intégralement tiré, qui est là psychologiquement très dur. Non, mais parce qu'on a la chance de pouvoir le faire et qu'on est entre associés. Si j'avais pas d'associés et que salarié, ça passait pas. 2 ou 3 employés, franchement, je me poserais la question. Je ne suis pas certain que ce soit rentable et intelligent de le faire. Franck Troué, je vous pose une question abrupte. Il y a René Ricol, on l'évoquait la semaine dernière dans un de nos débats, qui est le débat des experts de Smart Job. René Ricol, vous vous souvenez, c'était le monsieur de l'investissement de Nicolas Sarkozy, grand expert comptable, qui fut un des conseillers de Nicolas Sarkozy pendant la crise de 2008. Lui, il a dit la semaine dernière dans l'Express, je crois, non, les restaurateurs et d'autres ne pourront pas payer la dette, il faudra l'effacer. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà du fait de désobéir et d'ouvrir le 1er février, vous dites, regardons les choses en face, on a de tels déficits dans nos entreprises qu'il ne sera pas possible, par exemple, puisqu'on a repoussé le PGE d'1 an, s'il a été repoussé au 1er mars 2022, Ricol dit, même en repoussant au 1er mars 2022, certains ne pourront pas le payer. Est-ce que ça, vous l'avez en tête ? Est-ce que non ? Je l'entends beaucoup dire, ça. On parle du PGE et de le repousser. En réalité, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que on repousse le PGE, mais en fait, la date du fin de remboursement de PGE ne bouge pas. Donc il faut payer plus. On paye plus. Exactement. Vous avez raison de le préciser. On n'a pas mis un an de plus de... Non, ça veut dire au lieu de le rembourser, un PGE, c'est 6 ans. La première année était blanche. On a le droit de le repousser d'1 an, donc on pourra le rembourser en 4 ans. Donc ça augmente les mensualités. Ça augmente les mensualités. Et évidemment que les restaurateurs vont demander un report, puisqu'on va commencer à nous demander en mars de rembourser les premières mensualités, et on n'a pas de rentrée de chiffre d'affaires. Ce qui paraît complètement hallucinant. Donc déjà, le 1er mars 2022, il est vicié, puisque si vous restez fermé jusque septembre, espérons le cas où il y a une vraie réouverture en septembre, vous aurez un trimestre de chiffre d'affaires et il faut déjà rembourser. C'est pas possible. Et je vous donne la parole, parce que, allez-y. C'est la bombe à retardement pour moi, les PGE, puisque même si aujourd'hui les banques ont annoncé qu'on pouvait demander 12 mois supplémentaires de franchise, ça restera insuffisant. Nos établissements sont encore fermés. Vous n'avez pas assez de trésor. Une période assez longue. Et la phase d'amortissement de 5-6 ans, elle est insuffisante. On ne sait pas comment sera la reprise. Si elle est vigoureuse, peut-être qu'elle permettra d'en rembourser à bon train, j'en doute. Mais le mieux, c'est d'avoir des phases d'amortissement qui soient beaucoup plus longues, comme on a en Allemagne, qui touchent vers les 10 ans. Franck Troué, il y a le débat, ils ne payent pas. Parce qu'il y a des restaurateurs qui vous disent avec leurs feuilles, je ne peux pas payer, on vient de l'entendre. Puis il y en a d'autres qui disent qu'il faut augmenter ou passer de 6 à 10 ou à 15 ans de remboursement, ce qui fait qu'on étale le montant des remboursements.
quelles sont vos marges de négociation? Quels sont vos interlocuteurs? Comment vous faites avec Bruno Le Maire, avec les gens de Bercy? Parce que vous les rencontrez régulièrement. Écoutez, je rencontrerai encore Alain Griset cet après-midi. En charge des PME. Je l'ai aperçu hier. Nous travaillons avec Bruno Le Maire et son cabinet. Vous les sentez embarrassés? Parce que c'est des banques là quand même qui disent à un moment donné il va falloir rembourser Alors, nos prêts. effectivement, quand même, il y a ce qui relève de l'État, et on l'a vu, il y a ce qui relève des relations privées. Enfin, c'est des prêts garantis par l'État, mais c'est souscrit par les banques. Des banques. N'oublions pas aussi une chose, on parlait des PGE, mais nos chefs d'entreprise ont également souscrit des emprunts bancaires qui ont fait l'objet d'un report d'abord de 6 mois au mois de mars 2020, puis ensuite de 6 mois au mois de septembre. Et là, on arrive au mois de mars prochain, ça passe à pas. la date à laquelle il va falloir rembourser. Enfin là, on repousse le mars 2021 à mars 2022. Ça, c'est acquis. En PGE. En PGE. En PGE, pas en prêt classique. Là, sur ce sujet, la Fédération bancaire française a dit « Nous allons regarder chaque dossier avec attention ». Mais on sait aussi ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, comme l'an passé, d'automaticité pour les reports et que certains professionnels vont devoir, au mois de mars, sortir 10 000, 15 000, 20 000 euros pour certains et parfois encore plus de remboursement alors que nous sommes encore fermés. C'est-à-dire que ce sont justement les PGE qui vont être utilisés pour rembourser les emprunts bancaires. On va droit vers une catastrophe si on continue comme ceci. Je ne cherche pas à vous tirer les verres du nez pour savoir ce que vous allez dire à Alain Griset, qui est le ministre en charge des PME, puis au-dessus il y a Bruno Le Maire. Mais qu'est-ce que vous lui dites? Vous avez un principe de réalité, vous lui dites regardez la réalité, ils ne pourront pas payer. Est-ce que ça, le gouvernement l'entend? Et est-ce que vous le sentez? Évidemment, parce que le débat qu'on a ici, je pense que dans les bureaux de Bercy, ils les ont aussi. Est-ce que vous sentez une hésitation, un embarras, une fermeté? Est-ce que les banques mettent la pression sur le gouvernement? Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est que les banques vont dire nous, faut aussi, on perd 10% à chaque fois. C'est garanti à 90% de PGE, mais il reste 10%. Bien sûr. Alors, écoutez, je ne vais pas faire langue de bois, parce que d'abord, ce n'est pas notre habitude au Groupement national des indépendants. Mais oui, le gouvernement nous écoute. Et j'en veux pour preuve les nouveautés qui vont arriver pour certaines grandes entreprises en termes de fonds de solidarité. C'est une grande entreprise, parce que 500 salariés, c'est une grosse boîte. On va passer de 20% des charges fixes avec un plafond de 200 000 euros par mois à une aide supplémentaire qui correspondra à 70% des charges fixes non couvertes, avec cette fois un plafond de 3 millions d'euros. C'est-à-dire que avec une taille critique pour les entreprises de type plus de 300, plus de 400, c'est quoi la... Non, alors là cette fois, c'est quelle que soit la taille, mais par contre, il faut bien voir que... Logiquement. Il faut bien voir, encore une fois, que le décret. L'aide, et ça, notamment ce plafond que je vous ai cité, s'apprécie au niveau du groupe, et il est clair que plus vous avez d'établissements, moins vous êtes indemnisé pour chacun de ces restaurants. C'est une évidence. Bien sûr. Mais enfin, on peut même parfois se retrouver à toucher moins que les 10 000 euros du fonds de solidarité initial. Donc ça, c'est l'expert comptable qui doit faire le calcul et vous dire gardez les 10 000 ou pas. Ce qui n'est pas toujours facile à faire. PGE, pour un mini-groupe de restauration, parce que vous avez 4 établissements, des établissements de qualité, grand plaisir à manger vos plats, je vous le dis. Concrètement, vous avez souscrit un PGE ou vous n'avez pas pris le risque? Il y a certains qui ont dit, moi, je ne prends pas le risque pour des petites entreprises. Nous, on l'a fait immédiatement. Immédiatement, d'accord. C'était essentiel, puisque souvent, en restauration, on fonctionne avec un décalage de trésorerie. Donc, en gros, pour faire un cas pratique, quand on a fermé, quand on nous a demandé de fermer la première fois, tout ce qu'on avait payé le mois d'avant, on était censé le payer avec la rentrée de chiffre d'affaires du mois d'après. Et si on vous coupe l'herbe sous le pied, ça veut dire que vous n'avez pas la rentrée de chiffre d'affaires pour payer tout ce que vous avez dépensé avant. C'était un mois fort, on bossait bien, ça allait, donc on a... Je veux dire, à un moment, on ne va pas freiner volontairement. Jusqu'en mars, vous cartonniez, enfin jusqu'au 14 mars, nous, ça oui, cartonnait. On a bien... Vous aussi. Bien sûr. Les gens étaient ravis, nous, on était ravis, les protocoles étaient en place. Après, effectivement... Sincèrement, je peux comprendre qu'il y ait des mesures qui doivent être mises en place parce qu'on ne peut pas faire l'autruche et évidemment qu'il y a une crise sanitaire. Je suis d'accord, mais vous vous baladez dans les rues, vous faites vos courses avec votre épouse ou seul ou avec vos enfants. Enfin, vous voyez bien que les gens vont dans des grandes surfaces, que certains vont même ils vont dans des églises où ils sont très nombreux pour certains. Enfin, et quand vous êtes des citoyens engagés dans la société, vous dites, mais est-ce qu'on est traité de la même manière? Est-ce que vous avez eu ce sentiment où vous dites, moi je respecte scrupuleusement les règles, il y a une règle sanitaire, on est en danger, point barre? Ou est-ce que quelque part vous vous posez des questions quand même?
Là, je parle aux citoyens, parce que vous êtes le directeur financier et juridique, mais vous êtes aussi un citoyen. On se pose des questions, évidemment, puisque d'autres établissements sont ouverts. Les grandes surfaces, je crois qu'on n'a jamais réalisé d'autant bonnes performances avec la crise. On pourrait peut-être effectivement rouvrir avec des protocoles sanitaires un peu pointus. Et de toute façon, toute la profession de la restauration, à tout moment, à respecter des nouveaux protocoles. Donc il y a une certaine rigueur qui est en place dans la profession. Donc une certaine injustice. Enfin, en tout cas, pour certains, il y a quand même l'idée qu'il y a une forme d'injustice. On ne les laisse pas bosser, quoi. Je voudrais bien réagir sur cette injustice parce qu'effectivement, elle est profonde. Et je vais expliquer comment elle se crée, cette injustice. C'est qu'on vient systématiquement dire aux restaurateurs, chez vous, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas le port de masque. Alors que lorsque les Français font du shopping, se promènent, ils portent le masque. Mais attendez. Moi, j'aimerais bien que l'on compare ce qui est comparable, parce que c'est pas du tout la même activité. Moi, j'aimerais que l'on fasse la comparaison entre le repas au restaurant et le repas à la table familiale, ou le repas à la table avec les amis, où on ne porte pas le masque et on ne respecte aucun geste barrière. Vous savez, quelque temps, j'en ai pour 1 minute 30, je vais vous expliquer... Vous aurez 45 secondes, monsieur. Alors ça ira. Voilà. Oui, mais il faut toujours demander plus. C'est comme avec le gouvernement. C'est classique. Vous êtes un fin négociateur. Il y a eu une étude au mois de novembre qui est venue dire que les restaurants étaient soi-disant des lieux de contamination, et tout le monde s'est agacé avec cette étude, en disant mais attendez, c'est une étude menée alors que nous qui était aux États-Unis. Et fermée. Qui était aux États-Unis, hein. Mais je parle de l'étude française. Française, parce qu'il y en a du une professeur Fontenelle. Ah oui, d'accord. Qui a été réalisée lorsque nous étions en couvre-feu et même fermés. Et la conclusion, c'est 1, il y a plus de contamination. 2, l'explication, il y a des restaurants clandestins. Comparons avec nos amis hollandais. Même étude, même résultat. Plus de contamination quand les restaurants sont fermés. Les amis hollandais, eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Finalement, l'encadrement du repas se fait mieux au restaurant, puisqu'il y a quelqu'un pour surveiller. C'est vrai. Et on vérifie que les gestes barrières soient respectés. Vous êtes devenu le père Fouettard, c'est-à-dire que vous êtes là aussi pour dire aux clients attention, nanana. Et quand on est chez soi, on se relâche totalement, il faut le dire. Enfin, alors, c'est sûr qu'à la maison, il y a moins de. Le protocole, il est respecté comme. Pas forcément. C'est ça, on est d'accord. On est en famille. Mais, et on est entre nous, on est en famille, il ne faut pas non plus... bien sûr. Par contre, au restaurant, effectivement, de toutes les façons, on est un peu garant de ce protocole-là, donc on fait attention à ce qu'il soit respecté. Honnêtement, ça s'est mis en place progressivement, mais à la fin, en réalité, tout le monde respectait le protocole. Enfin, je veux dire, on n'avait pas besoin de dire au client de porter son masque. C'est vrai. Et même sur la toute fin, les gens portaient leur masque avant même qu'on leur donne le premier plat. C'est-à-dire, non mais c'était bizarre. C'est-à-dire que c'était une nouvelle... Non, c'est rentré dans les mœurs, ce qui n'était pas le cas dans le premier confinement où globalement tout le monde se déplaçait sans masque, quasi, on allait en grande surface. Là, c'était une découverte. Maintenant, on est prêt. L'avenir, c'est quoi ? Parce qu'il faut se tourner vers l'avenir. Il y a évidemment le rêve de réouvrir l'établissement, c'est-à-dire avoir des gens en terrasse, de pouvoir les servir, de pouvoir développer votre groupe et puis d'avoir des gens heureux, parce qu'après tout, c'est aussi de la joie d'aller manger au restaurant. C'est quoi ? C'est le vaccin ? Je veux dire, vous dites, bon, le vaccin nous sauve, quoi. Enfin, c'est ça, c'est ce qu'on est là, avec Franck. Moi, je lui disais mon souhait. Qui est votre patron, hein, quel est le fondateur ? Non, je discutais avec Franck tout à l'heure. Il y a tellement de Franck là sur ce plateau. Exactement. Je lui disais, ce que je souhaite, c'est que finalement la crise sanitaire passe et que les autorités nous disent rouvrez. Mais qu'on nous donne une deadline, c'est-à-dire qu'on nous dise vous êtes fermé jusqu'à fin mars, jusqu'à fin juin. Mais après, à partir du moment où on ouvre de manière ferme et durable et qu'on ne nous remette pas dans des phases de couvre-feu. Parce que si on doit avoir un couvre-feu à 18h ou à 20h, on va perdre 40% de notre chiffre d'affaires quotidien. Le stop and go. Et ce stop and go, il est très très mauvais pour l'économie de la restauration. Vos réserves. Les sociétés sont déjà bien fragilisées quand même. 500 salariés avec des potentialités d'ouvrir, j'ai vu dans plusieurs autres villes, et pour l'instant qui sont au point mort. Vous, c'est pareil, 35 salariés qui n'ont qu'une envie, c'est de revenir bosser. Oui, bien sûr. Nous, c'est facile de garder 35 personnes, j'arrive à savoir... 500, ça commence à être... 500, je ne suis pas sûr de les avoir au téléphone tout le temps. Mais vos 35, vous les connaissez perso. Ils passent quand même nous faire un coucou. Il y en a beaucoup qui habitent pas très loin. C'est une petite famille, hein, quand même, votre resto. C'est vachement sympa. On sait ce qu'ils deviennent. Le seul truc qu'il faut... C'est important de dire ça, c'est justement le stop and go. C'est devenu un peu un vocabulaire un peu courant, mais... effectivement, c'est hyper important qu'on puisse réouvrir. On rouvrira de toutes les façons.
Je veux dire, à un moment, il faudra bien qu'on rouvre. Oui. Il va se passer mais ce qui est quelque chose. important, c'est de ne pas refermer, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on perd de l'argent à la fermeture. On perd de l'argent tout le temps. Mais à la Et la fermeture. grosse perte d'argent, C'est les à stocks chaque fin. Bah, c'est vos stocks, C'est toutes les factures en fait qu'on a accumulées, qu'on doit payer alors qu'il n'y a plus de rentrée d'argent. Quand on ferme, c'est là qu'on perd Ah oui, énormément d'argent. la trésor décalée dont vous parliez tout à l'heure. Bah, bien sûr. Bah oui. Et c'est Et pour les ça que salaires qui tout le sont monde a bien contracté des PGE. Bah oui, bien sûr. Et donc, effectivement, régler ces je fameuses pense que- factures. Je pense que le souhait le plus cher de chaque restaurateur et hôtelier, c'est effectivement d'ouvrir le plus vite possible, mais surtout de pouvoir... Mais qu'on vous dise pas un mois après. Bien sûr, Mais bien c'est sûr. hyper important. Ça, c'est fondamental. Vous êtes d'accord? Ça, c'est un élément que vous dites. Refaites pas une fermeture de mois en octobre parce que là, vous tuez la profession. catastrophique. Ça, c'est catastrophique. Voilà. C'est le D'autant stop. plus que, attention, n'oublions pas que lorsque nous allons ouvrir, on nous l'a déjà indiqué, nous serons encore tenus au respect du protocole sanitaire. Bien sûr. Mais surtout, nous serons tenus encore au respect de la distanciation sociale. Donc notre capacité d'accueil ne sera pas celle d'avant la crise sanitaire. Évidemment. Chez certains de nos professionnels, le respect de cette distance d'un mètre entre les tables et entre les Mais certains ne pouvaient pas faire un chiffre d'affaires. C'est pas possible. c'est 50% d'activité en moins. Je pense et au mieux un tiers. dans vos restaurants en particulier, s'il y avait des tables qui étaient assez proches les unes des autres, ça Ouais, devait bien être sûr, compliqué. nous on a des bistrots. Donc c'était- Le principe même du bistrot, c'est on est plutôt prêt, hein. convivialité. Bah ouais. Évidemment, maintenant, ça paraît être une ambiance d'un autre monde. Ça, on est très très éloigné, alors qu'en fait, on est très près chez vous. On se tient chaud. Voilà, dans un premier temps, pouvoir accueillir les clients, et puis dans un temps très futur. Vous nous manquez. Voilà. Mm. Vivement que vous réouvriez dans des conditions sanitaires qui soient saines, évidemment. C'est pas question de faire n'importe quoi. Merci d'être venu, Franck Trouet, porte-parole du GNI. Vous êtes en relation, évidemment, hebdomadaire, pourquoi pas même quotidienne avec les ministres pour évidemment porter les revendications de la profession de la restauration, notamment. Si vous me permettez, je profite de l'occasion Ouais, que vous très donnée vite, pour hein. moi aussi rappeler à tous nos concitoyens de se vacciner. Si vous voulez revenir vite dans nos restaurants, c'est l'immunité collective qui est nécessaire et la vaccination, Il y a c'est 3 le mois, moyen d'y personne ne arriver. voulait. Là, c'est la queue dans tous les centres de soins. Franck Baranger, merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Chef cuisinier à la tête de ces entreprises, de ces 4 restaurants, dont le Pantruche. Réouvrez vite, s'il vous plaît. Et puis, évidemment, j'allais vous appeler Laurent Poirot, mais c'est bien Laurent Poirot, directeur financier groupe CLAF, Tribeca. Je n'ai pas cité les marques. Beef House, Tribeca, Beer and Beef. C'est 500 salariés Exactement. avec du potentiel de développement, mais qui pour l'instant est au point mort. Réouvrez vite. Voilà, on a envie de vous retrouver, d'aller manger dans vos établissements. Évidemment, c'était un plaisir. On espère, effectivement, aller vous faire vacciner. C'est bientôt la fin de l'émission, ces fenêtres sur l'emploi. Ça va intéresser les restaurateurs, encore que c'est la ruée vers les stages. Bah oui, c'est le moment où on remet les stages, là, évidemment, et on prend des stagiaires. C'est un peu compliqué dans ce contexte. Et Amélie Favre-Guittet nous donne ses petits conseils pratiques. C'est tous les mardis, comme ça. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Amélie Favre-Guittet, comment allez-vous? En pleine forme comme toujours. Vous avez toujours le sourire. Comment vous faites? C'est quoi votre secret? Bah je sais pas, j'ai toujours la patate, positive attitude. Positive attitude dont vous avez souvent parlé sur ce plateau. Oui. Talent management. On va parler alors on parle beaucoup des conseils pratiques. Vous aimez bien nous donner des petits conseils pratiques. C'est la ruée vers les stages parce qu'il y a des saisons pour les stages. On entre là dans la saison des stages. C'est pas la saison des fraises, mais c'est la saison des stages. C'est quoi les conseils pratiques que vous pouvez nous donner sur ces stages? Alors déjà pour les étudiants qui vont se mettre à la recherche, Ouais. 3 conseils. Alors on va passer le CV, lettre, machin, truc habituel. L'idée déjà c'est de cibler les candidatures. Apprendre à savoir à qui on écrit, parce que écrire à Madame Monsieur alors que l'adresse email c'est Amélie @ quelque chose, Ça vous agace un peu? ça m'énerve. Ça veut dire que c'est fait pour tout le monde, quoi. Bah, ça veut dire que c'est un spam. J'ai juste eu droit à un copier-coller comme tout le monde, donc moi ça part direct à la poubelle. Donc, excusez-moi, commençons par le début. Est-ce que cher Amélie est quelque chose de trop élevé, je dirais, On peut quoi. c'est pompeux. Bah, Qu'est-ce oui. qu'on doit dire? Bonjour Amélie, bonjour madame? Amélie, bonjour. Alors après ça Parce que dépend, bonjour Amélie, c'est... ça dépend de la taille de l'entreprise. Bah ouais. Ça dépend de la communication de l'entreprise. Donc il faut aller stalker un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça, j'en avais déjà parlé Ouais, précédemment. Donc vous avez- voir les replays. hein. J'avais un peu galéré sur le mot stalker, vous vous rappelez? Oui. Donc il faut aller stalker l'interlocuteur, savoir si le RH, le manager, a l'habitude de tutoyer ou d'ouvoyer. C'est s'il est ça. un peu à la cool. Les s'il est en codes. costard cravate. Les codes de Hein, l'entreprise. c'est costard cravate. Ouais, costard cravate, mais sans cravate pour Laurent. Des styles différents. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Les conseils et les pièges à éviter quand on... Alors du coup, aller trouver l'adresse email exacte de l'interlocuteur. Donc ça, on a des petits outils que Google nous donne presque légaux,
Donc on a du hunter.io, du scrap.io qui nous permet d'aller chercher sur le web les adresses email des interlocuteurs en direct. Tiens. Les commerciaux les connaissent, du coup maintenant les candidats les connaissent aussi. Attendez, parce que c'est presque légal sans être légal. Concrètement, ça marche comment? Ça vous fait bien marrer ça? Oui, moi j'adore. On vous écoute là sur le plateau. Je découvre. En fait, vous allez par exemple je vais prendre hunter.io qui est une plateforme, un site web. On entre le nom de domaine de l'entreprise, je vais taper Bismart par exemple, puis je rentre le prénom et le nom, je sais pas moi, d'un animateur ou de n'importe qui qui travaille chez Bismart. Et la machine va chercher et va me sortir la liste de toutes les adresses email des gens qui travaillent chez Bismart. Vous avez l'air de connaître? Non? On essaye de se tenir à la page. Donc vous avez l'air de connaître, Franck Trouet, cette méthode. Laurent, en revanche, vous ne connaissiez pas, moi non plus. Donc ce qui permet d'aller chercher plus directement le nom du RH ou la personne. Du manager et de leur écrire en direct avec un mail beaucoup plus personnalisé. Est-ce que dans le contexte dans lequel nous sommes, parce que ça c'est un sujet qui est très important, vous accompagnez vous aussi des étudiants que vous allez essayer d'emmener vers l'emploi. Est-ce que le contexte dans lequel nous sommes, qu'on vient d'évoquer, est plus compliqué là pour les stages? Il a toujours été compliqué, mais là il l'est encore plus parce que forcément ils sont nombreux à chercher des stages de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Alors après, les écoles vont être souples comme elles l'étaient l'année dernière, c'est-à-dire que des stages de 6 mois vont se transformer en un stage d'1 mois, voire 2 mois, parce qu'on sait que dans ces cas-là, c'est des stages qui sont gratuits, donc les entreprises vont être beaucoup plus amènes d'accepter des stagiaires gratuits. Il y a eu tout un débat à l'Assemblée nationale sur les stages, il y a eu des manifestations, ceux qui portaient le masque, parce qu'on utilisait les stagiaires parfois à des postes de salariés, et qu'évidemment, on n'est que stagiaire. C'est compliqué ce statut de stagiaire, parce qu'à la fois, il faut apprendre le métier, sans en même temps prendre la place d'un salarié. Comment... C'est compliqué, mais c'est un tremplin pour le stagiaire et c'est une occasion pour l'entreprise de peut-être tester le candidat, de voir s'il n'a pas envie de continuer derrière sur l'alternance, voire sur une première embauche. Donc ça permet aussi de préparer le terrain sans que ça coûte trop cher. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux entreprises de mettre des milliers d'euros sur la table pour recruter quelqu'un. C'est devenu, en fait, pour le dire à des chefs d'entreprise, à ceux qui gèrent, je pense qu'à Laurent Poirot, c'est devenu un peu incontournable le stage. C'est un peu un galop d'essai. Exactement. Là, vous savez à peu près où vous êtes, quoi. 3-4 mois, vous voyez si la personne est à même, quoi. Voilà. Ouais. Ça permet de tester une personne. C'est la pré-embauche, quoi. C'est la pré-embauche, exactement. Ouais. Ça permet de le mettre en situation, de voir si la personne va déjà se plaire dans son travail, s'adapter à son environnement de travail et de détecter si le profil est bon ou pas pour la suite. Donc c'est une très bonne formule. Pour l'employeur, c'est utile. Parce que en plus, c'est une souplesse aussi pour se séparer d'un collaborateur, qui est un vrai sujet qui est posé par les entreprises. Et se plaire dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants démarrent des formations et ils se rendent compte sur le tard qu'en fait, c'est un métier qui leur convient pas et le stage est idéal pour ça. C'est ça, c'est la meilleure période pour le stagiaire de vérifier si, par exemple, notre secteur de la restauration va lui plaire ou s'il est en phase avec son choix, quoi. Exactement. Pour nous, c'est aussi un moyen de trouver des profils, d'accord, par rapport à ça. Et puis, je trouve que c'est un moyen qui offre une chance qui peut être très pertinente pour accompagner les jeunes dans leur premier pas sur le marché du travail. C'est donnant-donnant. Amélie, il y a les cas d'école de commerce où là le stage est obligatoire, c'est-à-dire que c'est des stages dont il faut trouver une entreprise, mais il est obligatoire et il est diplômant, il est intégré. Et puis il y a celui qui sort de formation et qui fait un stage. Là, vous les encouragez à faire ce stage quand on a sa formation et on se dit, après tout, tiens, je me fais 6 mois de stage, même dans un secteur qui n'est pas forcément le sien au départ. J'incite tout le monde à faire des stages et notamment aussi les étudiants qui sont en faculté, qui n'ont pas d'obligation de faire des stages, mais je les incite à en faire parce qu'ils vont aussi acquérir de l'expérience, développer des qualités, développer des nouvelles compétences. C'est essentiel pour la suite de leur carrière. Merci à vous, merci Amélie Favre-Guittet, merci à vous Laurent Poirot et Franck Trouet de m'avoir accompagné jusqu'au bout. C'est toujours intéressant l'interaction qui se passe dans cette rubrique parce que ça vous concerne très directement. Merci à Fanny Griesmer, merci à Kenny Dellenbach à la réalisation, merci à Héloïse pour le son et à toutes les équipes évidemment qui m'accompagnent pour faire cette émission quotidienne. C'était un plaisir. On se retrouve demain, j'en suis sûr, je serai là en direct. D'ici là, portez-vous bien et puis en attendant que les restos réouvrent évidemment. Bye bye.